Eh ben, il y a peut-être une alternative sur le crowdfunding. On va voir ça avec Michael Goldman de My Major Company qui va nous rejoindre sur scène, que je ne vois pas arriver, mais qui va arriver très certainement, qui est là, juste devant. My Major Company, plateforme de financement participatif, évidemment. C'est à toi maintenant. Après suivra bien sûr le Startup Contest qui sera animé par l'équipe de West Web Valley. Écoute, Michael, je te donne la main. Micro pour toi. Merci, merci. Bonjour à tous. Bon, écoutez, moi je viens plutôt faire un témoignage de ma vie d'entrepreneur parce que je ne suis pas un grand conférencier et pas très habitué à ce genre de choses. Et puis je ne vais pas vous faire un cours magistral sur le crowdfunding ni sur l'entrepreneuriat parce que mon parcours ne me l'autorise pas. Mais oui, je vais vous raconter en gros mon histoire à moi d'entrepreneur et parallèlement à ça, l'histoire du crowdfunding parce que ce qui est assez intéressant, c'est que l'histoire de My Major Company, qui est mon histoire, pas que la mienne, mais mon histoire aussi, accompagne de manière assez claire l'histoire du crowdfunding et ses évolutions. Donc ça me semble intéressant de le regarder sous cet angle-là. Pour résumer en gros mon parcours, moi je suis un producteur de disques depuis très longtemps. En sortie d'études, pas très glorieuse d'ailleurs, je suis allé très vite dans des maisons de disques en stagiaire pour apprendre ce métier-là parce que je savais que c'est ce que je voulais faire. Assez tôt, j'y ai rencontré mes deux futurs partenaires à la direction artistique de BMG à l'époque. Et donc, notre ambition à nous, c'était d'être producteur de disques. Et assez rapidement aussi, parce que ça, c'est quelque chose que je savais, j'avais envie d'être indépendant. Donc, après le stage en maison de disques, où en gros, j'échouais avec les idées des autres, j'ai décidé d'échouer avec mes propres idées, ou de réussir dans le meilleur des cas. En l'occurrence, ça s'est plutôt bien passé. Et donc, j'ai décidé très tôt de prendre mon indépendance. On était à peu près en 2004, et donc je suis parti avec mes deux associés. On a monté une petite société qui s'appelle Bamago. Et cette société était productrice et éditrice de musique indépendante. Et donc, on a pris en pleine gueule la crise du disque, qui a commencé en gros en 2002. On a fait partie de ceux qui ont précipité cette crise probablement aussi en arrêtant d'acheter des disques et en téléchargeant non-stop. Ceci étant, cette crise du disque, elle a été très dure pour tout le marché. En 5-6 ans, le marché a baissé de 50% en valeur, donc ce qui est considérable. Et le marché était structuré d'une manière que nous, on n'avait pas très bien analysée à l'époque, parce qu'on était jeunes et qu'on était motivés par nos envies, hein, plus que par une vraie réflexion d'entrepreneur. C'est que les maisons de disques, en fait, étaient le centre de tout. Il y avait 4-5 maisons de disques qui sont devenues 3 maisons de disques à force de fusion. Donc très peu d'interlocuteurs. Et nous, les petits indépendants, notre travail, c'était de vendre à ces maisons de disques des projets qu'ils pourraient développer après. Et très rapidement, donc, avec cette crise du disque, les maisons de disques ont serré la vis. Elles ont dit on arrête tout ce qui est risqué, ce qui est assez logique. On investit sur ce qui est plus ou moins sûr, donc des artistes connus. Et nous, qui étions des jeunes producteurs, éditeurs indépendants, qui faisions du développement, ça devenait quasiment impossible de signer en maison de disque. Donc en fait, on est parti d'une espèce de... J'étais dans une espèce de situation où je me disais je veux ma liberté en partant de maison de disque parce que je veux ma liberté de choisir. Et je me retrouvais dans une autre prison, presque pire, où je devais essayer de vendre à des gens que ça n'intéressait pas du tout. Et donc on était dans cette crise du disque dans laquelle quand même on survivait plus ou moins, parce qu'on était, je pense, plutôt meilleur que la moyenne. Mais bon, on survivait, c'était pas durable sur la durée. Et un jour, une de mes connaissances vient me voir en me disant il faut que tu regardes ce truc, ça s'appelle Celleband, c'est un site allemand, ils viennent d'inventer un truc vraiment génial. Le principe, c'est des artistes qui se présentent sur Internet et les internautes se réunissent pour financer leur développement. Et ensuite, Celleband, l'artiste et les internautes se partagent les revenus du disque. Et là, on s'est dit, bah, c'est génial, c'est exactement ce dont on a besoin. Ça nous permet enfin d'être vraiment indépendant en allant chercher les fonds, non pas auprès des maisons de disques, mais directement auprès des gens. Et donc, on s'est dit, lançons-nous dans cette idée. Ce qui est assez intéressant dans ce process-là, c'est que ça répond... Alors après, ouais, il y a peut-être une petite question juste pour savoir. Parmi vous, il y en a qui ne savent pas du tout ce que c'est que le crowdfunding, ou pour qui c'est un mot vraiment très étranger, le financement participatif. Ça va être dur de lever la main, je vais peut-être poser la question inverse. Qui sait ce que c'est que le crowdfunding ou le financement participatif? Tout le monde connaît plus ou moins. Ouais. Et parmi vous, il y en a qui ont déjà soutenu des projets sur des plateformes de crowdfunding, pas forcément musique, hein, tout. Bon, ça fait quand même une petite partie des gens, mais c'est assez logique. Sociologiquement, ça s'explique. Donc voilà, on se dit, on va lancer My Major Company, et dans l'analyse des choses, on se rend compte que, enfin, je me rends compte a posteriori que c'est assez intéressant d'observer que depuis 50 ans à peu près,
l'évolution des usages dans les domaines culturels a toujours commencé par la musique. Et ensuite, c'est étendu aux autres domaines. Bon, c'est pour plein de raisons, mais en tout cas, c'est un état de fait, c'est-à-dire le MP3 a commencé avant tout le reste, l'iPhone avant l'iPad, même à l'époque le CD avant le DVD, voilà, ça a toujours été comme ça. Et le financement participatif est donc né dans la musique, avec nous en partie en France, et quelques autres plateformes qui se sont lancées, des copycats de Saleban un peu partout dans le monde. En France, on était 3 à se lancer en même temps. Il y avait nous, une autre boîte qui s'appelait Spydart, et une autre boîte qui s'appelait No Major Music, qui était positionnée très anti-major. Et donc on lance My Major Company en décembre 2007, en se disant, dans notre business plan, parce qu'on était vraiment, voilà, on apprenait le métier, on se rend compte a posteriori des choses incroyables qu'on avait écrites, en se disant que on va produire 3-4 artistes par an, on demande 70 000 € par artiste quand même, ce qui nous semble considérable comme argent, et on va produire 3-4 artistes par an, mais grâce à l'audience, on va faire au bout de 5-6 ans à peu près 6 millions d'euros de publicité par. Bon, bilan, au bout de 6 ans, on fait 0 € de publicité sur le site à peu près, mais on gagne beaucoup d'argent en vendant des disques en partie. Mais le business a pas mal évolué depuis. Donc on se lance comme ça. Sur ce bout de papier-là, on rencontre des gens, dont un gars qui nous dit, bah, écoutez, moi je crois en vous en fait. Je comprends rien à votre business, mais je crois en vous et je vous donne 250 000 € pour lancer le truc. Ces 250 000 €, ils nous ont permis de développer un site parce qu'on n'était pas développeurs, on n'y connaissait rien. Il nous a permis aussi de nous salarier, un petit SMIC pour commencer à bosser, et donc de lancer My Major Company. Donc on est en décembre 2007, on a 14 artistes sur le site, dont Grégoire, qui était un des derniers artistes qu'on a recruté. Moi, pendant ces 6 mois de lancement, l'essentiel de mon job, enfin, en plus de tout le reste, a été de recruter des artistes. Heureusement, grâce au travail qu'on faisait, parce qu'on était dans le milieu, on en connaissait quand même pas mal. Voilà, Grégoire est un des derniers qu'on a recruté. On lance ce truc-là avec une petite couverture médiatique assez sympa. Et là, le financement participatif nous devance, enfin, explose de manière évidente, c'est-à-dire que les gens adhèrent complètement au principe et les artistes sont financés en très peu de temps. Grégoire, c'est le premier à être produit. En 1 mois et demi, il atteint 70 000 €, ce qui pour nous est une claque. Et dans son sillage, sur les 14 artistes, il y en a peut-être 6 ou 7 qui sont produits avant l'été. Donc pour nous, c'est vraiment énorme. On est 3, on n'a jamais produit un artiste tout seul. Voilà. On se retrouve avec ce succès-là. Très rapidement, il y a des banques d'affaires qui nous approchent et qui nous disent écoutez, votre business il est intéressant, il y a peut-être moyen d'aller lever un peu plus d'argent. Et c'est en juillet 2008 à peu près, que Stéphane Courby vient nous voir en nous disant bah, moi je valorise votre boîte à 10 millions et je vous donne 5 millions pour en prendre 50%. Alors bon, tout ça va très très vite. C'est évidemment une espèce de success story qui semble sans doute assez exceptionnelle, en tout cas à ce niveau-là et dans la rapidité du truc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Stéphane Courby il vient en disant ça alors qu'on n'a pas sorti le premier artiste. Donc c'est vraiment juste sur une idée et sur le fait que, en tout cas sur les métriques, on parlait beaucoup de métriques depuis tout à l'heure, les gens adhèrent au financement participatif et soutiennent. Donc voilà, Stéphane Courby rentre dans la boîte. 2 mois après, le premier album de Grégoire sort et il est premier du top. Et on vend 800 000 albums à peu près en 1 an et demi. Et donc tout explose et on se retrouve confronté à des problématiques qu'on n'avait pas anticipées. La première étant qu'il n'y a plus d'artistes sur le site à produire parce qu'ils sont tous produits. Le dernier artiste qu'on trouve, qu'on arrive à mettre en ligne, c'est une artiste qui s'appelle Irma, que vous connaissez peut-être. Et on la trouve vraiment, j'allais dire un peu à l'arrache, je la trouve sur YouTube en train de faire des covers machin, on lui dit de venir en studio, elle fait des bonnes chansons, on la met sur le site et en 48 heures elle atteint 70 000 €. Donc tout allait trop vite. Et on se retrouve quand même face à ce problème-là. On avait écrit un business plan dans lequel on disait qu'on allait faire 6 millions de publicité, même si on avait compris que ça allait peut-être pas faire 6 millions. On se disait quand même pour faire de la publicité, il faut que les gens viennent. Pour que les gens viennent, il faut qu'ils aient quelque chose à voir. Donc assez rapidement, on s'est dit il y a un problème de porteurs de projet. On manque de porteurs de projet. J'ai pas encore regardé les slides, mais je crois que ça explique assez bien ce que je viens de dire. Moi, je crois qu'on peut même passer au suivant. Je ne sais pas si c'est moi qui ai le... On regardera la vidéo après alors. Juste pour finir sur le cursus. Donc voilà, le crowdfunding explose. Et avec ce succès-là, vient assez naturellement, il y a plein de gens qui viennent de tous les domaines en nous disant mais attendez, ce que vous faites sur le disque, ça pourrait très bien marcher aussi dans le livre, dans la BD,
dans tout. Et effectivement, on se dit à chaque fois, ouais, effectivement, mais c'est pas notre métier, mais il nous semble que ça pourrait fonctionner de la même manière. Et donc très rapidement, nous, des partenariats avec des gros acteurs, un de la BD, c'est Dargaud, Dupuis et de Lombard, un des livres qui est XO Édition, et on reproduit plus ou moins le schéma My Major Company, c'est-à-dire c'est eux les labels qui sont à l'aboutissement et même à la sélection des projets qu'on fait crowdfunder sur ces sites-là. Donc on lance My Major Company BD, on lance My Major Company Books, et les 5-6 livres BD qui sont soumis à la collecte des internautes sont fundés très très rapidement aussi. On se retrouve pareil avec cette problématique de il n'y a plus rien à produire. Et à cette époque-là, en gros, on a vu apparaître sur le web des My Major Company de tout. C'est-à-dire, il y a eu un My Major Company du porno, fait par Marc Dorcel, un My Major Company du tennis, un My Major Company de... Voilà. Donc c'était vraiment l'explosion. Et en fait, le financement participatif commençait à se structurer. On découvrait que ça avait du sens un peu partout, mais avec certaines limites. Les problèmes qu'on rencontre, nous, en fait, assez rapidement, c'est que donc, ça marche trop bien, il n'y a plus de porteurs de projet. Donc très rapidement, on se rend compte qu'on est obligé d'ouvrir à l'UGC. Et donc de nous-mêmes, on se dit, maintenant, My Major Company, c'est une plateforme sur laquelle n'importe quel artiste peut s'inscrire et s'il atteint la jauge, il est produit. Ce qui nous permet à ce moment-là d'exploser tous les métriques. Il y a énormément d'artistes sur le site. Il y en a énormément aussi qui sont produits, plus que ce qu'on attendait aussi. Mais il y a aussi d'autres ennuis. D'abord, le succès de Grégoire, ça pervertit un petit peu les fondamentaux de ce qu'on a fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, même si ça reste une minorité, c'est trop pour nous à ce moment-là, il y a des gens qui viennent vraiment parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner de l'argent. Et ça, pour nous, c'est compliqué, parce qu'on avait bien compris que le moteur du crowdfunding, ça devait être l'envie de soutenir un projet qu'on avait envie de voir aboutir. Et à partir du moment où les gens viennent pour gagner de l'argent, on a beau faire beaucoup de pédagogie en leur expliquant que ce n'est pas garanti et que ça peut échouer, si ça ne marche pas, ils sont déçus. Et cet aspect déceptif, on l'a analysé très vite, et l'envie de gagner de l'argent, malheureusement, c'était très difficile pour nous à l'époque de lutter contre, parce que la couverture médiatique qui était faite de notre aventure et de celle de Grégoire, c'était quand même pour raconter, c'est ça qui intéressait les médias, comment est-ce que les internautes sont devenus riches en misant sur Grégoire, ce qui était en plus absolument vrai, parce qu'ils ont fait 26 fois leur mise. Donc il y a un mec qui a mis 7 000 €, il est parti avec 130, 140 000 €. Donc c'était des vraies histoires, quoi. Mais ça pervertit quand même la volonté des gens. Et l'autre aspect auquel on se confronte, c'est qu'on se rend compte que les porteurs de projets ne sont pas investis dans leurs propres projets. C'est-à-dire qu'on arrive, nous, à convaincre des artistes de venir sur le site en leur disant c'est participatif, c'est des gens qui vont te soutenir, c'est des gens qu'il va falloir suivre. Ils disent ouais, c'est super. Mais à partir du moment où ils ont atteint leur jauge, eux, ils considèrent qu'ils sont des artistes et que atteindre la jauge, ça leur permet de signer dans un label et que maintenant, c'est le label qui doit bosser et que leur boulot, c'est de faire de la musique. Point. Et sauf que ça, dans le crowdfunding, c'est extrêmement compliqué. D'abord, ça c'est des grandes leçons du crowdfunding un peu général, mais le community management, ou disons la collecte, c'est un travail à plein temps, en tout cas un part-time job, et dans lequel le porteur de projet doit être vachement motivé et doit mettre son énergie. Et surtout, l'entretien de sa communauté, c'est un boulot qui dure très longtemps après l'atteinte de la jauge. Et nous, en tant que label, on se retrouvait avec des artistes à qui on disait, voilà, tu as 1500 producteurs qui t'ont soutenu, qui ont envie de voir ce qui se passe en studio, et eux, ils disent, ah ouais, mais non, mais je veux pas faire écouter mes maquettes avant qu'elles soient terminées, c'est pas possible. Non, mais c'est ça qui est pas possible, c'est qu'il va falloir leur faire écouter, ils sont venus pour ça. Donc ça, c'était des problèmes auxquels on s'est confrontés, et est arrivé en 2011 Kickstarter, 2010-2011, qui a en gros remis tout le monde d'accord autour d'un modèle de financement participatif qui résolvait beaucoup de ces problèmes-là. Donc Kickstarter, je pense aussi que tout le monde connaît plus ou moins, mais la grande nouveauté, c'est qu'en gros, ils ont dit le retour financier, ça n'existe pas. Dans le crowdfunding, ça pervertit trop la raison pour laquelle les gens viennent soutenir des projets. C'était vrai, ça a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient principal, Kickstarter est presque le contre-exemple mondial, mais ça reste quand même, dans la majorité des cas, nous, on a réussi à faire... à lever entre 70 000 et 100 000 € sur environ 60 artistes qui étaient totalement inconnus en France. Les histoires de projets qui arrivent à lever des dizaines de milliers d'euros en France sans retour financier, ça n'existe quasiment pas. C'est vraiment très peu, ou c'est des projets qui étaient extrêmement communautaires à la base. Mais donc en tout cas, cet avantage-là de ne pas pervertir la raison pour laquelle les gens soutiennent. Kickstarter est un système complètement ouvert, c'est un seul site sur lequel il y a tous les domaines. Et donc ça règle la question de l'UGC et d'un My Major Company Books sur lequel il y a 6 projets de livres à produire, un My Major Company BD sur lequel il y a 6 projets de BD à produire, etc. Là, tout est sur la même plateforme, donc il y a toujours des choses à voir.
Et surtout, Kickstarter, c'est aussi un autre business model, c'est-à-dire que l'argent ne va pas à la plateforme pour développer le projet, mais l'argent va au porteur de projet et la plateforme n'est plus qu'un intermédiaire. Et ça règle aussi la question de l'implication du porteur de projet dans son projet avant et après. Et donc on a observé ça, on s'est dit, c'est vachement malin, c'est en train d'exploser aux États-Unis, il faut qu'on fasse notre évolution. Nous, on voyait les limites de notre modèle et le crowdfunding restait quand même quelque chose qu'on adore, et même si ça représente une petite partie de notre business, quelque chose qu'on adorait. Et donc on s'est dit, allez, transformons My Major Company. Donc on a fait une petite vidéo, ça date de 2011, je pense, pour expliquer notre transition à l'époque. On a mis pour gagner le plus d'argent possible, vous l'aurez remarqué. C'est pas skippable. De toilette pour femmes de Paco Rabanne. On a eu un label qui proposons aux internautes de miser sur des artistes et d'en devenir les coproducteurs. My Major Company propose des artistes en ligne. Quand vous arrivez à 70 000 euros, On signe un contrat vous d'artiste. enregistrez. Le premier essai était un coup de maître, puisque c'était avec Grégoire qui était le plus gros vendeur de disques. On a développé un nouveau concept de jeu vidéo complètement révolutionnaire. Et nous voudrions sauver le patrimoine de notre village. Je voudrais faire un photoreportage sur la déforestation. Réaliser notre premier long métrage et sauver l'entreprise familiale. On a besoin d'aide. Donc on est allé voir les banquiers et là, quand on leur parle MMORPG, action IRL, ils comprennent pas tout. Un système participatif est parfait pour ça. Et en échange, vous aurez des cuves artisanales. Vous serez invité à l'avant-première. Tu bénéficieras de contenu exclusif dans le jeu. Vous aurez le gîte à vie à Savigny. Merci de leur donner le bras. Nous, on compte sur vous. Merci. À toi de jouer. Vous aurez reconnu un très mauvais sosie de François Bayrou, hein, le maire du village, qui est un acteur, hein, je tiens à dire, parce que ça déçoit beaucoup de monde, parce que les gens y croient, mais non, en fait, c'est un acteur. Hein. C'est triste. Voilà, donc pour résumer un peu le modèle Kickstarter et le modèle My Major Company d'aujourd'hui, et le modèle du don contre don en général dans le monde, hein. Donc les porteurs de projets se créent des projets de chez eux, hein. Ils écrivent eux-mêmes leurs projets et ils fixent un objectif de collecte dans un espace-temps défini à l'avance, donc 3 mois, 4 mois. D'ailleurs, je crois qu'il y a un slide avec quelques projets. Bon, c'est les stats. Et donc l'objectif, c'est d'atteindre ce montant de collecte dans le temps imparti. C'est ce qu'on appelle la jauge. Et pour convaincre les gens de nous soutenir, on fixe des contreparties. Et les contreparties, c'est en gros des cadeaux qui sont d'ordre symbolique ou matériel qu'on offre en échange du soutien des gens. Donc quand on est un artiste, on dit j'écrirai ton nom sur le CD, je t'enverrai un CD dédicacé, j'irai faire un concert chez toi. Voilà, c'est sur l'originalité des contreparties et sur leur intelligence qu'on arrive à faire des très jolies collectes. Ça, c'est quelques exemples sur Kickstarter, qui est le gros site américain, le leader mondial, de projets un peu fondateurs qui ont explosé les compteurs. Voilà, donc ça c'est. Ah oui, il y a une autre règle qui est aussi importante, c'est qu'on peut dépasser l'objectif de collecte. C'est-à-dire que la collecte ne se termine que quand la durée de collecte est terminée. Donc on peut exploser les compteurs. Là, je pense que c'est des projets qui ont fait plus de 100, voire ouais, 1000% à peu près de leur objectif, voire plus. Et ce projet-là, Oculus Rift, c'est d'ailleurs un projet qui en ce moment pose quelques problèmes parce que ça a été crowdfundé sur Kickstarter et ça vient de se faire acheter par Facebook. Ça pose d'ailleurs la problématique du retour financier parce que nous, c'est quelque chose qu'on avait, quand on s'était dit au début, on va partager les revenus avec les internautes des artistes qu'on produit sur My Major Company, c'était presque en se disant simplement, s'il y en a un qui marche, est-ce que c'est possible?
de ne pas rendre d'argent aux gens qui ont permis de le financer. Aujourd'hui, si Grégoire avait vendu 800 000 albums et que les gens n'avaient pas gagné d'argent, comment ça se passerait? Bon, Oculus Rift, c'est un exemple assez typique des limites aussi du modèle don contre don sans retour financier. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'en gros, le crowdfunding se cherche, il évolue encore. Le don contre don, c'est un modèle qui marche très bien, mais il y a plein de nouveaux modèles qui s'ouvrent dans le monde. D'abord, c'est un business qui est en croissance énorme. Pour faire un petit état des lieux de comment ça fonctionne, il y a en gros Kickstarter aux États-Unis avec Indiegogo qui rayonne sur le continent américain, mais Kickstarter est quand même le leader le plus connu. Et il y a en Europe un leader, un champion dans chaque territoire, sauf en France, qui est un territoire très particulier, sur lequel le marché est extrêmement développé par rapport aux autres territoires européens, où il y a 3 acteurs qui sont KissKissBankBank, Ulule et nous. Et vous les connaissez ou pas, KissKissBank, Ulule? Ouais, vous les connaissez tous. Voilà, c'est 3 acteurs qui sont 3 gros acteurs, et à nous 3, on fait, je dirais, 8-9 fois ce que fait le champion allemand, par exemple. Donc on est vraiment un pays qui est hyper tourné sur le crowdfunding, hyper éveillé à ça, et qui marche très bien. Aujourd'hui, pour les perspectives de développement, donc c'est un business qui est en croissance partout dans le monde. En France, cette année, le don contre don, ça va représenter 40 millions d'euros de collecte à peu près. L'année prochaine, ça devrait faire entre 60 et 80. L'année dernière, ça faisait 20. Donc voilà, c'est une croissance vraiment assez impressionnante. Aux États-Unis, Kickstarter a affolé les compteurs et commence à se stabiliser, mais continue à être en croissance. Donc ils atteignent vraiment des chiffres assez dingues. Et pour les perspectives de croissance pour des business comme les nôtres, c'est un peu lié à ce que disait Frédéric tout à l'heure et à ce qu'ont dit tous les interlocuteurs. Il y a toujours cette problématique-là de comment aller à l'étranger, à quelle vitesse, avec quelle force et quelles assurances sur son territoire principal. Aujourd'hui, je pense, moi, que le marché du crowdfunding, en tout cas en don contre don, est assez figé et qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'aller conquérir un territoire, sauf en faisant des acquisitions. Et faire des acquisitions, on s'est renseigné là-dessus parce qu'on trouvait ça intéressant, il y a encore 1 an ou 2. C'est d'autant plus difficile que comme le marché est en croissance, les gens c'est des petits business qui font assez peu de chiffre d'affaires, parce qu'on prend un pourcentage de la collecte quand elle est réussie, mais c'est des gens qui s'évaluent à 10 fois leur chiffre d'affaires, donc même beaucoup plus. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de faire des acquisitions, c'est un marché qui maintenant est assez figé et qui va être difficile à bouger. En tout cas, en France, l'objectif, c'est de conquérir un maximum de parts de marché, évidemment de faire grossir le marché. Et donc, c'est à ça qu'on s'exerce chaque jour. Mais le crowdfunding évolue tous les jours, hein, et il y a d'autres modèles qui sont en train d'arriver sur le marché. D'abord, il y a le crowdfunding equity. Donc, c'est comment devenir actionnaire de boîte. Donc, remettre la question du retour financier dans le crowdfunding, parce qu'on se rend bien compte que c'est une manière intelligente d'atteindre des gros montants et de pouvoir financer des gros projets. Mais c'est un métier qui est plein de promesses sur lequel l'État est en train de légiférer. Quand vous entendez en ce moment tout le temps l'État est en train de légiférer sur le crowdfunding, c'est sur ce sujet-là essentiellement. Et c'est un métier qui reste quand même vachement dans les promesses et qui pour l'instant n'a pas vraiment fait ses preuves, un peu nulle part dans le monde d'ailleurs. Et après il y a le prêt qui lui fonctionne très bien depuis longtemps avec Uniland et Prêt d'Union, qui sont voilà les 3 grandes chapelles du crowdfunding. Et il y a une 4e chapelle du crowdfunding qui vient de s'ouvrir depuis peu de temps. C'est une société qui s'appelle Patreon aux États-Unis. Ça ne doit rien vous dire, je pense. Non. Et qui est en fait un modèle assez intéressant que nous, de manière assez opportuniste, on a décidé de copier sur un site qui s'appelle Tipeee. Pour résumer, ce qui est intéressant avec Patreon, c'est que nous, quand on était en tant que crowdfunder, en tant que boîte de crowdfunding, on s'est rendu compte que ce qui marchait très bien, c'était les projets qui avaient des très grosses communautés, et notamment les mecs du web. Vous avez peut-être entendu parler de Noob sur Ulule, qui est un projet qui a levé 650 000 € pour faire une web série, et qui finalement pour faire un film, pardon, et qui finalement doit en faire 3, enfin une trilogie tellement ils ont explosé les compteurs. Et ces projets-là qui sont très communautaires, très forts sur le web, cartonnent dans le crowdfunding. Et le problème, c'est que donc nous, on a contacté beaucoup, moi qui suis un grand fan de youtubeurs, j'ai contacté beaucoup de ces mecs-là que j'aimais bien en leur disant « Ouais, est-ce que tu as pensé au crowdfunding ?» D'ailleurs, un de nos plus gros succès qui s'appelle Tales of the Lane, c'est un truc autour du e-sport, c'est un mec que j'ai appelé parce que j'aimais bien ce qu'il faisait et qui a levé 105 000 € en un mois. Donc encore une fois, sur du don contre don, hein, c'est des gros scores. Et en contactant ces mecs-là, ils disaient « Ouais, mais moi, mon problème, c'est que je ne veux pas 50 000 € pour faire un projet spécifique, un side project, je veux juste vivre de ce que je fais déjà. J'ai déjà une communauté qui me suit. »
et on n'avait pas de proposition à leur faire. Ils ne voulaient pas s'emmerder avec un projet compliqué. Et par contre, on sentait bien que le crowdfunding, c'était fait pour eux parce que leur communauté allait les soutenir. Et Patreon est arrivé en disant, en fait, nous, c'est un site de crowdfunding à destination des créateurs du web. Et le principe, c'est de ne pas lever 20 000 € ou 30 000 € pour un film, mais simplement, si vous aimez ce que ce mec fait, vous pouvez lui donner 1 € ou 2 €, c'est du type, du pourboire, pour qu'il continue à faire ce qu'il aime. Et ce qui est original aussi dans ce modèle-là, c'est qu'il n'y a plus de durée de collecte. C'est-à-dire que c'est ad vitam aeternam. Tant que le créateur veut rester sur le site, il peut se faire typer. Et les internautes peuvent faire un espèce d'abonnement volontaire, c'est-à-dire ce créateur, je lui donne 2 € par vidéo qu'il fera, dans une limite de 4 € par mois, par exemple, parce que je ne veux pas que ça me coûte 1 000 € non plus, si le mec pète les plombs. Mais voilà, en gros, c'est ça le modèle. Et on a lancé Tipeee en décembre 2013. Et ça marche vachement bien. On a préparé une petite vidéo, je crois que vous allez être les premiers à la voir. Tipeee a pour objectif de généraliser l'usage du tip, le pourboire, sur Internet. Le principe est simple. De la même manière que vous pourriez donner 1 ou 2 € à un musicien que vous appréciez dans un restaurant, vous pouvez tiper un créateur que vous aimez pour le soutenir dans son travail. Ainsi, le créateur peut continuer à créer dans de bonnes conditions, voire même vivre de sa passion. Grâce à Tipeee, vous soutenez concrètement les créateurs qui le méritent, vous favorisez les contenus de qualité en valorisant les créations pour ce qu'elles sont, et pas uniquement pour l'audience qu'elles font, et vous contribuez à faire d'Internet un espace de création, de liberté et d'indépendance. Tipeee.com/index.html. Bon, il y a beaucoup de vannes de geeks, hein. Vous avez remarqué la petite planète MySpace, un peu perdue. Non, bon. Voilà, donc ça c'est Tipeee, ça marche vachement bien. On a plus de 200 créateurs qui sont inscrits sur le site en quelques mois, hein, et sans trop de communication. Il y a plus de 70 000 € qui leur ont été reversés, et parmi eux, il y en a une petite dizaine qui sont devenus vraiment professionnels grâce à ça, hein. Donc c'est des gens qui faisaient des contenus sur Internet, que les gens aimaient, qui avaient peut-être 50 000 ou 100 000 abonnés. Et malheureusement, quand on a 50 000 ou 100 000 abonnés sur Internet, quand on se base uniquement sur les revenus publicitaires, on ne peut pas vivre de ça, c'est quasiment impossible. Pour une raison simple, hein, c'est que la publicité, c'est un moyen de se financer qui est complètement stupide, qui est aveugle en tout cas. C'est-à-dire qu'entre la vidéo d'un chat qui pète, voilà, c'est ce qu'on dit souvent, donc il y a le chat qui pète parmi les projets présentés dans la vidéo. Donc entre une vidéo d'un chat qui pète et une vidéo d'un mec qui fait une vidéo de philosophie, pour un publicitaire, c'est exactement la même chose, c'est un clic sur YouTube en gros, hein. Et donc, quand on fait une vidéo qui est vachement bossée, vachement recherchée, qu'on a une communauté vachement fidèle, qui la regarde avec vachement d'attention, la publicité sur YouTube a vachement de mal à mesurer ça. Et donc, les gens, pour gagner de l'argent grâce à la publicité, il faut faire des produits ultra mainstream, qui sont quasiment tous formatés, hein. Aujourd'hui, il y a l'école Cyprien, Norman, qui font, c'est vachement bien, hein, ce qu'ils font, mais ils font exactement la même chose, pour résumer. Et de l'autre côté, le côté gamer, où ils font tous exactement la même chose aussi. Et sorti de ça, c'est quasiment impossible de vivre de la publicité sur Internet. Donc voilà, l'objet de Tipeee, c'est de permettre aux créateurs du web de vivre de leur passion et aussi, je l'espère, de pouvoir susciter des vocations, parce qu'il y a plein de gens qui, dans la création de leur projet, ont envie de cette indépendance, ont envie d'aller sur le web, mais se posent toujours la question de leur rémunération et voient bien que ce ne sera pas possible de gagner de l'argent avec ce qu'ils font. Et peut-être qu'avec un projet de niche, de qualité, ils seront capables, sans faire de l'ultra mainstream et juste en transmettant leur passion, de gagner leur vie. C'est notre objectif. Et puis finalement, c'est l'objectif du crowdfunding, en tout cas tel qu'on le fait depuis le début. Quand on a commencé, c'était pour permettre à des artistes d'exister parce qu'ils ne trouvaient plus de maison de disques et que c'était quasiment impossible de se faire signer. Et aujourd'hui, voilà, c'est les créateurs du web en général. Donc voilà, le crowdfunding évolue tous les jours. Ça, c'est Patreon aux États-Unis, c'est lancé, je crois, 3 mois avant nous. Ils viennent de lever 15 millions de $. Ils n'arrêtent pas de gagner des prix partout. Leurs métriques sont en croissance complètement folle. Et alors nous, voilà, c'est aussi les leçons de notre histoire avec My Major Company. Aujourd'hui, sur Tipeee, on est en train d'aller très très vite. On va se lancer en Espagne et en Allemagne parce que c'est assez simple, on est très souple, c'est une toute petite structure. On se lance en Espagne et en Allemagne d'ici la fin du mois. Et on espère en tout cas prendre tout le marché avant qu'il y ait un champion national dans chaque pays. Et voilà, on croise les doigts pour ça. Voilà en gros l'histoire du crowdfunding, la mienne et celle de My Major Company.
L'intérim Marion a dû partir malheureusement. Donc je prends la suite. Alors, des questions pour Mickaël ? Ça devait être super clair. C'est une question simple en fait. Moi, j'étais restée sur ma major company en tant que, enfin, sur le credo de la musique. En fait, j'avais pas du tout suivi le changement. Comme beaucoup de monde. Hein. Ouais, bah, en tout cas, j'en fais partie. Comment vous différenciez aujourd'hui d'un Kiss Kiss Bank Bank justement, parce que on se différencie pas du tout. On fait exactement la même chose. Et vous voulez pas aujourd'hui vous différencier à un moment, avoir une ligne c'est un business qui est tellement drivé par ce qui se passe aux États-Unis. La question, c'est en quoi Kiss Kiss Bank se différencie de Kickstarter. Ils ne se différencient pas non plus. Hein. On fait tous la même chose. Il y aura le marché, je pense, en France va se concentrer. Il est déjà en train de le faire. Et je ne suis pas capable de dire aujourd'hui si ce sera par des mouvements capitalistiques, des idées de génie de marketing. Voilà. Nous, notre ambition pour l'instant, c'est de faire en sorte que ce business gagne de l'argent et de prendre le maximum de croissance. Et puis, les bonnes idées, elles tombent du ciel parfois. Voilà. Mais il faut être vivant pour en avoir. Autre question. Oui, bonjour. Une petite question. Oui, pour le crowdfunding community, enfin equity, pardon. Comment procédez-vous pour la valorisation des entreprises en fait ? Qui valorise et qui évalue la valeur de l'entreprise dans laquelle les internautes vont investir ? Alors nous, on n'en fait pas du crowdfunding equity, c'est vraiment des plateformes à part. Vous n'en faites pas, mais est-ce que vous avez une idée de la manière dont fonctionnent celles qui en font ? À mon sens, c'est les gens qui gèrent la plateforme. En fait, chaque entreprise est expertisée par des professionnels qui sont payés par la plateforme. Ça fait partie de leur boulot. Et c'est eux qui mettent une valorisation. D'accord. Et quel que soit le montant qui est en fait investi et qui est récupéré, parce que la valorisation peut évoluer en fonction du nombre d'offres et de souscripteurs qui sont réunis. Alors, j'ai pas envie de donner de mauvaises réponses, mais à mon sens, tout ça se fixe avant avec la plateforme et ne peut pas évoluer en cours. Voilà. Ok, une dernière question pour Mickaël. Oui. Tiens, au fond, Serge. Juste une au passage, pour j'ai le micro. Il y a quelques métriques sur le business model ou tu ne peux pas en donner de My Major Company ou du crowdfunding en général? J'en ai donné quelques-uns. En gros, la croissance, c'est 200% en ce moment, chaque année. Le crowdfunding don contre don, ça va représenter 40 millions cette année, entre 60 et 80 l'année prochaine. Je crois qu'il y avait quelques chiffres. Ouais, je suis peut-être passé un peu vite. Ça, c'est les statistiques mondiales du crowdfunding, mais ça rassemble les 3 chapelles connues à l'époque, donc l'equity, le don et le prêt. Et donc oui, c'est des chiffres assez astronomiques. Et Forbes dit que le crowdfunding pèsera 1000 milliards en 2020. Donc voilà, c'est tout. Ah, ce que nous on gagne, c'est 8% de la collecte pour tout le monde. Quand elle est réussie. D'ailleurs, non, pas pour tout le monde. Il y a Indiegogo qui fait un peu différemment, mais en gros, c'est ça. Ok, Serge du Crédit Mutuel. En ce moment, on voit une plateforme de crowdfunding ouvrir chaque jour ou presque. Le marché se segmente de plus en plus. Bientôt, chaque corporation, hobby, je pense aux chasseurs ou n'importe quoi d'autre, pourra avoir envie de monter sa plateforme de crowdfunding. Quelles sont, à ton avis, les limites de cette fragmentation ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de business long terme d'ordre capitalistique sur des choses comme ça. Nous, on agit comme des prestataires pour beaucoup de marques qui disent « je veux ma plateforme de crowdfunding ». Mais c'est pour eux quasiment tout le temps des soucis d'image et disons d'activité de leur communauté. Ils n'ont pas l'intention d'en faire des business rentables qui leur permettra de devenir riches ou de manger le marché du crowdfunding sur le long terme. Une approche complètement opportuniste en fait. De notre part ou de leur ? Pour eux, en tout cas, c'est assez accessoire. Vous faites du business, oui, c'est ça, eux, c'est accessoire. Exactement. Bon, je pense qu'on peut remercier Mickaël. Ah, je peux avoir une petite question. Faux départ.
Bonjour. Est-ce que le crowdfunding fonctionne aussi dans le domaine du sport, dans le domaine de soutien à des sportifs éventuellement? Oui, bah alors le crowdfunding, c'est encore une fois, il y a eu du crowdfunding dans tous les domaines. Hein. Alors à l'époque de l'explosion de ma majeure compagnie et du retour financier, il y avait un truc qui s'appelait Tennis Angel où on sponsorisait des jeunes tennisman, je crois. Mais il y a eu de tout et aujourd'hui il y a un site qui s'appelle Sponsorize Me, je crois, qui est un site justement qui fait du crowdfunding autour du sponsoring d'équipe. Nous, on avait lancé aussi au tout début de ma majeure compagnie une opération avec le RC Lens qui n'avait pas marché du tout. Où on disait aux internautes de devenir on proposait aux fans d'être les socios du club. En gros, ça existe. Je ne peux pas dire qu'il y a un mouvement formidable dans le sport parce que le crowdfunding, encore une fois, marche quand les projets ont du sens et que c'est quand même très difficile de convaincre les gens de soutenir des projets de sportifs qui sont eux-mêmes publiquement extrêmement bien payés. En tout cas, c'est des métiers dans lesquels, généralement, il y a beaucoup d'argent qui circule. Donc en gros, ça marche surtout sur des petits projets de sportifs qui veulent faire financer des choses pour lesquelles ils n'ont vraiment pas les moyens. Voilà. Allez, ce coup-ci, on peut l'applaudir chaleureusement. Un grand merci. Ouais, très chaud. Et Mickaël, si jamais vous souhaitez le croiser, il sera tout à l'heure, je pense, en espace VIP. Tu pars pas tout de suite? Ok.